enchaîner sur la partie rénovation en copropriété et d'avoir un retour d'expérience après 2 ans d'expérimentation. C'est ce qui fait aussi une forme d'originalité, qu'on voit réellement la performance. Donc je vais inviter à monter sur scène à mes côtés donc, Benjamin Rougerolles et Emmanuel Devendin. Donc Emmanuel Devendin est directeur de la régie de Vendin. Et Benjamin est chargé de l'Observatoire de la rénovation énergétique. Donc je vous laisse la petite zapette. Merci. On appuie ici pour avancer. Ça marche. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de 2 années d'études sur 8 copropriétés en Ile-de-France qui ont fait de la rénovation énergétique et qui vous ont donné beaucoup d'enseignements pour ne pas reproduire certaines erreurs dont je vais vous présenter quelques grands enseignements. Donc moi je suis Benjamin Rougerolles, je travaille à l'Agence parisienne du climat et je suis ravi d'être ici aujourd'hui à Lyon pour vous présenter nos travaux. Je vous propose, avant de rentrer dans ce détail sur les copropriétés, de prendre une petite prise de vue, prise de hauteur sur le sujet qu'on a en commun, qui est de rénover ce parc de copropriétés. Alors les copropriétés, qu'est-ce que c'est ? C'est aujourd'hui 460 000 entités à peu près en France, qui représentent à elles seules 9 700 000 logements. Donc c'est environ un tiers des logements français qui sont dans ces copropriétés-là. C'est un enjeu qui est massif, qui est considérable et qui est un petit peu compliqué à aller chercher puisque la maîtrise d'ouvrage en copropriété, elle est complexe, elle est multiple et elle passe par des phases de concertation, des phases de décision qui sont annuelles avec les assemblées générales par exemple. Ce qu'on observe, c'est que lorsque vous voulez faire de la rénovation assez ambitieuse en copropriété, aujourd'hui on est sur des moyennes de 25 000 € par logement à investir, qui comprennent l'isolation, la ventilation, la toiture et les systèmes de chauffage, pour atteindre un équivalent BBC ou faire à peu près du 50% sur vos consommations. Quand on prend ces chiffres-là et qu'on fait des calculs de coin de table, donc l'idée c'est de donner des ordres de grandeur ici, on arrive sur des montants d'environ 250 milliards d'euros à investir pour les prochaines années sur ces bâtiments, sur ces 460 000 copropriétés, sur les 30 années à venir environ, si on veut tenir nos objectifs en 2050, que je ne vais pas forcément vous rappeler ici. Pour vous donner des ordres de comparatifs, pour que vous ayez en tête ce que ça représente, ces 240 milliards d'euros, parce qu'on est sur des sommes importantes, on est sur environ 6 fois le projet actuel du métro du Grand Paris, donc vous pouvez dupliquer 6 fois ce métro, et c'est environ 2 fois et demi le montant du plan de relance France Relance suite à la Covid. Cet investissement-là, il est à faire par les copropriétaires et c'est sans tenir compte des différentes aides financières qui pourraient être allouées par l'État ou par les collectivités territoriales. Et je vous ai épargné ici la comparaison avec la fraude fiscale, mais qui est aussi très importante. Donc là, on est sur vraiment le sujet de la masse, la quantité de copropriétés à rénover. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la première, est-ce qu'on est dans ces quantités de rénovation ? Pas forcément. La deuxième, c'est est-ce que ces rénovations qui existent aujourd'hui, elles sont qualitatives telles qu'on les attend ? Pas forcément non plus, et c'est justement ce qu'on a voulu creuser comme questionnement avec l'étude sur l'instrumentation des copropriétés, dont je vais vous présenter une synthèse ici aujourd'hui. Donc comme je le disais, on a sélectionné 8 copropriétés parmi les projets standards que l'on observait sur le terrain. Donc contrairement à ce qui a pu être présenté un petit peu auparavant, on n'a pas sélectionné spécifiquement des copropriétés sur concours ou avec des exigences très élevées ou avec des matériaux ou des innovations particulières. On a regardé vraiment ce qui se faisait autour de nous sur le territoire, qui sont déjà des projets assez importants. Sur ces copropriétés-là, on a décidé pendant 2 années, 2 saisons de chauffe complètes, de faire de l'instrumentation lourde sur l'ensemble des services et des systèmes des bâtiments. Donc vous avez là-dedans les systèmes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, l'électricité des parties communes, donc vous avez les ascenseurs, les éclairages. Et en même temps, on a été regarder à l'intérieur des logements comment évoluaient les caractéristiques physiques comme la température, l'hygrométrie ou encore la qualité de l'air. Tout ça, ça représente 614 points de mesure dans 8 copropriétés et un peu plus de 60 logements qui ont été instrumentés. Et tout ça, ça a été possible surtout grâce au bureau d'études Enertech, donc qui est intervenu juste avant, et on les remercie énormément pour le travail qui a été fourni, qui nous ont permis de faire l'instrumentation et d'analyser tous ces résultats qui sont très riches. L'objectif, il était d'avoir une mesure physique, réelle, terrain, avant rénovation,
et une autre après rénovation, pour faire une comparaison avec les estimatifs des calculs RT que vous faites avant rénovation et que vous faites en projection lors de votre conception de projet, en maîtrise d'œuvre. Et donc, la finalité, comparer est-ce qu'on est vraiment aux attendus, oui ou non, et si on ne l'est pas, pourquoi? C'est ça surtout le plus important ici, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est de dire pourquoi c'est pas bien, et qu'est-ce qu'il faut faire mieux la prochaine fois. Alors pour commencer, quelques premières observations générales. La première sur les différents niveaux de performance et d'exigence qui ont été portés sur les différents postes de rénovation. Donc par exemple, sur l'étanchéité à l'air, il n'y a pas eu de test étanchéité à l'air sur ces 8 copropriétés, ce qui est une généralité sur l'ensemble des copropriétés que l'on accompagne. Donc, je vous parle de 250 projets sur les 10 dernières années environ. Sur l'isolation des murs, on n'a aucune rénovation qui dépasse un R, résistance thermique, à 2,6. En toiture, on n'a aucune copropriété qui dépasse ou qui atteint 7. Pareil pour les planchers bas, on n'atteint pas ni ne dépasse 4. Et sur les menuiseries, on a dans certains cas des doubles vitrages peu émissifs, mais pas sur l'ensemble des logements et pas sur l'ensemble des copropriétés. Au final, je vous ai épargné les autres morceaux du tableau, mais ce que l'on voit, c'est que généralement, les copropriétés se contentent d'aller chercher les performances qui vous permettent de débloquer les aides financières, qui sont à peu près moyennes, on va dire, sur l'ancien crédit d'impôt. Si vous les poussez un peu plus, vous atteignez les niveaux BBC, et quand vous poussez vraiment au maximum, vous atteignez la rénovation complète et performante, telle qu'il faut l'espérer dans les rénovations que l'on sort aujourd'hui en 2021. Pour nous, ça a été, et pour Enertech aussi, ça a été difficile de récupérer l'intégralité des informations sur les bâtiments, sur les UBAT, mais on a quand même 6 projets dans ces 8 qui proposent de l'isolation thermique par l'extérieur. Les 2 qui ne l'ont pas fait, c'est pour des raisons technico-économiques vis-à-vis des façades qui étaient trop complexes à isoler pour des raisons de balcons très présents et de baies vitrées. Donc la rentabilité n'était pas du tout présente, ce qui n'incitait pas les copropriétés à aller là-dessus. On a quand même 2 abandons de fuel dans le lot, donc c'est quand même intéressant à noter, des rénovations lourdes de 4 chaufferies et l'amélioration de la ventilation dans tous les cas. Et ça aussi c'est important à noter puisque jusqu'à très récemment, la ventilation était encore considérée comme un parent pauvre, était souvent oubliée dans les projets de rénovation. Maintenant on constate que c'est devenu une constante et c'est une très bonne chose. Maintenant dans ces observations, vous voyez aussi des absents, des choses que l'on ne voit pas sur le terrain encore aujourd'hui ou pas suffisamment. On a un seul de ces 8 projets qui contient des matériaux biosourcés. C'est un bâtiment ancien. C'est le seul bâtiment ancien du panel qui est globalement 30 Glorieuses, Grande Barre. On n'a pas de mise en place de double flux. On n'a même pas réfléchi à est-ce qu'on pouvait mettre des doubles flux. Et on n'a pas non plus d'installation d'ENR. Et on n'a même pas réfléchi à est-ce qu'on pouvait mettre des ENR. C'est pour ça que je vous disais, on regarde vraiment des projets qui se font aujourd'hui et qu'on considère comme ambitieux au standard actuel. Quand on regarde donc sur le papier ce qui était attendu, on disait aux copropriétaires, vous allez passer en moyenne, donc là je vous ai fait la moyenne des 8, en moyenne vous allez passer d'une étiquette E à une étiquette C. Félicitations, vous gagnez 2 étiquettes. Vous allez faire environ 47% de réduction et 2 projets vont même tomber dans le BBC Rénovation Île-de-France. Donc globalement on est très proche des attendus du plan climat qui vise 50% de réduction. Quand on a regardé les factures, les mesures et l'instrumentation sur site, ce que l'on observe, c'est plutôt on passe d'une étiquette D à une étiquette D. On est un petit peu moins gagnant sur tous les tableaux. Il y a 2 choses à regarder ici. Premièrement, vous voyez, je sais pas si vous voyez qu'initialement, on a une consommation qui n'est pas si élevée qu'elle ne l'est mentionnée par les bureaux d'études. Et on atteint des niveaux de performance qui sont moins aboutis que ce qui avait été prévu également par les bureaux d'études. Et nous, on va se concentrer sur pourquoi on arrive à 175 et pas à 145. Alors le plus grand facteur ici qui va déjouer cette performance, c'est évidemment le poste chauffage, qui est le poste le plus important, le poste de consommation le plus important pour une copropriété. Donc vous avez ici les 8 copropriétés qui sont représentées, donc 6 à Paris et 1 à Aubervilliers, 1 à Saint-Denis, avec en bleu la consommation initiale, telle qu'elle a été mesurée sur site, donc ce n'est pas les calculs réglementaires, et en rouge ou en orange, la consommation après travaux mesurée sur site également. Donc dans tous les cas, on a une réduction, première bonne nouvelle.
qui est plutôt intéressante, aux alentours de 30-40%, la moyenne étant à 30%. Mais vous voyez deux choses. La première, c'est ici le petit losange qui représente un niveau tel qu'attendu pour un bâtiment basse consommation tel qu'il devrait l'être. Et vous voyez qu'en fait, dans tous les cas, on est encore au-dessus de ce niveau d'exigence. Maintenant, on va essayer d'expliquer pourquoi. Ce que l'on voit aussi dans les observations globalement, c'est que les lois d'eau et le fonctionnement des chaudières est très bien maîtrisé, les entreprises savent très bien travailler, il n'y a aucun souci là-dessus. On a des températures de retour des réseaux de distribution qui sont assez bien maîtrisées. Par contre, on a des delta T qui sont faibles. Pourquoi ces delta T sont faibles? Donc, entre l'eau chaude qui part et votre eau, on va dire tiédie, qui revient à votre chaudière. Tout simplement parce que les chaudières sont, dans quasiment tous les cas, surdimensionnées par rapport aux besoins d'une copropriété rénovée. Et ça, c'est un vrai sujet. Ce qui fait que vous perdez encore un peu d'efficacité sur vos chaudières. Et on a observé aussi, Enertech a observé aussi que les ralentis de nuit n'avaient pas vraiment d'effet sur ces copropriétés-là. Pourquoi? Parce que notamment les niveaux d'isolation n'étaient pas suffisamment exigeants pour permettre d'avoir un gain substantiel sur des réduits de nuit. Et ça rejoint ce qui a été dit juste avant sur les températures de consigne, pourquoi elles ont été bloquées à 21 degrés dans le cas du CPE. C'est qu'ici, le point noir en fait sur les copropriétés qui ont été rénovées, c'est la température de consigne que vous avez dans les logements, enfin la température d'ambiance même, dans les logements après rénovation en plein hiver. Donc je vous les passe rapidement, mais vous avez en moyenne 22 degrés à l'intérieur des logements, dans les pièces de vie, lorsque vos calculs réglementaires sont sur 19 et lorsque l'ADEME vous recommande, et l'État vous recommande d'être à 19 degrés dans les pièces de vie, surtout dans une copropriété rénovée. Le deuxième point noir, il est ici sur la régulation terminale, donc sur vos robinets thermostatiques. Vous voyez que vous avez deux robinets thermostatiques, deux copropriétés avec des robinets thermostatiques, une qui est en chauffage électrique individuel, donc pas de sujet, et plus de la moitié en fait des projets qui n'ont même pas de régulation terminale après rénovation. Donc ça, quelque part, c'est un petit peu inadmissible de construire un bâtiment très performant et de ne pas pouvoir être en capacité de réguler son chauffage. Surtout qu'entre-temps, il y a eu le déploiement des répartiteurs de chaleur qui nécessite, pour être pertinent, d'avoir également un contrôle et un pilotage de son propre chauffage, puisque le but des répartiteurs de chaleur en copropriété, c'est de pouvoir faire payer plus à celui qui consomme plus et de rendre les économies qui sont générées par les efforts de celui qui se prive un petit peu ou qui a un comportement responsable. Donc c'est vrai que si on ne peut pas piloter sa consommation, ça relativise complètement l'intérêt de cette nouvelle obligation. Exactement. Et en plus, dans ces cas-là, on a des copropriétés qui n'ont pas pu forcément isoler l'intégralité des façades parce que vous avez un pignon sur rue, parce que vous êtes sur une parcelle voisine qui refuse un empiètement, ça aussi c'est un problème en copropriété, ou pour des raisons plus techniques, ce qui font que vous avez des différentiels entre un appartement pour lequel la façade a été isolée et un autre en bout de couloir qui n'a pas été isolé. Et donc vous avez des besoins de régulation qui sont très importants. Et ce que l'on observe ici, surtout, c'est que si on prend ces consommations réelles, donc le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui, et qu'on dit théoriquement on baisse toutes les températures à 19 degrés, standardisées, et bien finalement toutes les copropriétés quasiment tombent en bâtiment basse consommation sur le chauffage. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que les copropriétés sont relativement bien rénovées vis-à-vis de ce qui avait été prévu, qu'on n'est pas au niveau parce qu'on surchauffe, mais qu'en fait, si on descendait vraiment sur les critères tels que calculés, on serait à peu près dans les clous du bâtiment basse consommation. Et je vous donne un exemple très concret de ceci. Juste ici, juste avant de monter sur scène, on s'est rendu compte qu'il y avait un radiateur ouvert à pleine balle avec la fenêtre qui est ouverte. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut retrouver aussi dans des copropriétés en hiver, trop isolées ou mal régulées, qui font qu'on est obligé d'ouvrir les fenêtres en hiver. Et sans vannes thermostatiques, puisque justement, le but, c'est de pouvoir réguler avec les vannes thermostatiques. Et là, du coup, quand on ne peut pas piloter, justement, que les vannes sont bloquées, pas efficientes, etc., on se croit obligé, pour avoir moins chaud, d'ouvrir la fenêtre, alors qu'en fait, il conviendrait de réduire le chauffage. Deuxième poste important, l'eau chaude sanitaire, qui est un vrai sujet dans la rénovation et qui est souvent oublié. On parle du chauffage et de l'isolation et pas de l'eau chaude.
Pourtant, on s'est rendu compte que c'était un poste très important en termes de consommation. Donc après rénovation, on est toujours à 64 kWh d'énergie finale consommée, alors qu'on pourrait descendre assez aisément à 30, donc à la moitié. Qu'est-ce qui explique cette surconsommation? On est majoritairement sur des très grosses pertes qui sont liées au bouclage. Donc toute l'eau chaude qui se promène dans vos réseaux de distribution, si ces réseaux ne sont pas calorifugés, pas isolés, vous avez des pertes un petit peu partout en ligne. Et ça représente un tout petit radiateur par logement qui est allumé en permanence et qui ne sert à rien, puisqu'il chauffe soit les murs, soit les parties communes. Est-ce que ça veut dire qu'on pense que si on n'avait pas de bouclage et qu'on ait du coup une perte d'eau parce qu'il faudrait appeler l'eau chaude et qu'elle mette longtemps à venir et qu'on gaspille de l'eau qui a été réchauffée puis refroidie, on aurait cet écart-là? Ou est-ce qu'on regarde juste par rapport à la perte du bouclage? Parce qu'il y a la peste, mais est-ce que par rapport au choléra, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Il y a ce sujet aussi. Ce qu'il faut, c'est comme sur le réseau de distribution pour le chauffage. On n'a pas besoin d'avoir un réseau qui est à 70 ou 80 degrés. Alors il y a des raisons, il y a des questions dans les immeubles comme ça de légionellose. Oui. Et de choses avec des températures qui doivent être maintenues pour des raisons du coup sanitaires et de sécurité, surtout quand il y a des bras morts et des choses comme ça. Mais après, voilà, si c'est isolé correctement, ça permet d'avoir un bouclage qui consomme pas trop. C'est ça, et c'est ce que vous voyez ici en fait surtout, c'est par exemple ici dans un appartement, on a 0 calorifugage sur le tuyau d'eau chaude, et donc vous avez une perte monumentale qui se trouve ici et qui est permanente, que ce soit en été comme en hiver. Et en été, vous avez en plus un problème de confort. Sur les services généraux, je ne vais pas trop en parler, mais on a aussi des baisses de consommation qui sont importantes. Là, on est principalement sur l'éclairage des parties communes. On a des copropriétés qui montaient à 500 € de dépenses par logement par an pour éclairer les parkings. Dommage. Et enfin, un autre sujet dont je vous en ai parlé, on a instrumenté aussi sur la partie qualité de l'air à l'intérieur des logements. Notre enjeu, c'était de savoir est-ce qu'on a une vraie différence entre la qualité avant et après rénovation et comment la mesurer. Donc pour ça, on a regardé à la fois l'hygrométrie, la température, mais également le taux de CO2 dans les appartements, dans un certain nombre d'appartements. Pourquoi le CO2? Pour avoir un premier indicateur sur le taux de renouvellement de l'air complet d'un appartement. Ce que l'on observait, c'est qu'avant rénovation, on avait des seuils qui pouvaient être des seuils de référence de confort, donc qui sont à 1300 parties par million, qui pouvaient être dépassés la moitié du temps. Donc on avait des appartements où plus de la moitié du temps, vous êtes au-dessus des seuils de confort. Après rénovation, tous les appartements sont en dessous des seuils et sont considérés confortables. Pourquoi? Parce qu'on a mécanisé la ventilation. Avant, on avait des systèmes naturels avec un tirage plus ou moins aléatoire. Aujourd'hui, on a des systèmes mécanisés avec un tirage minimum qui fait que vous avez toujours un air relativement sain dans vos appartements. Donc ça, c'est un point plutôt positif et ça a été notamment mis en avant par les copropriétaires lors d'une enquête. Et sur le confort thermique, globalement, on a un bon confort en hiver. Il y a une amélioration substantielle qui est ressentie par les copropriétaires. Par contre, en été, c'est encore un autre sujet. On a mesuré sur le dernier été d'instrumentation 347 heures en moyenne passées au-dessus des 28 degrés. Donc c'est une moyenne, hein, ça va de 50 heures je crois jusqu'à 900 heures pour une des copropriétés. Ce qui veut dire que même si vous êtes bien isolé, quel est le matériau qui a été utilisé pardon. Est-ce que vous avez des masques solaires suffisants? Est-ce que les copropriétaires savent gérer le froid à l'intérieur du logement en été? Toutes ces questions, elles n'ont pas été forcément bien traitées, voire traitées du tout. Ce qui fait que même isolé, un bâtiment peut être inconfortable une certaine partie de l'année, en été notamment, qui va devenir d'ailleurs un sujet de plus en plus important pour les prochaines années. Alors, quelques grandes conclusions qui sont d'ailleurs des enseignements communs avec le Prébat, qui est un programme d'expérimentation sur les bâtiments, qui a instrumenté à peu près 200 bâtiments de toute nature possible et qui tire à peu près les mêmes enseignements, qui sont les suivants. Premièrement, après rénovation, on a encore des températures de consigne trop élevées, de 0 à 3 degrés. On a des difficultés pour suivre réellement ce qui est fait en copropriété. Entre ce que vous dit l'architecte et quand vous allez sur le terrain, vous voyez ce qui est réalisé, vous avez toujours des écarts. Des reprises de tableaux qui ne sont pas faites, des petits morceaux de façade qui ne sont pas isolés, des fenêtres qui finalement ne sont pas changées, des coffres de volets roulants qui ne sont pas isolés. Tout ça additionné fait que, in fine, vous perdez forcément dans la qualité de votre bâtiment.
les productions de gaz condensation, elles sont bonnes. La chaudière condense bien, vous avez un bon système, c'est bien équilibré, mais encore une fois, on est surdimensionné, donc on a des consommations qui restent excessives. La régulation, qu'elle soit centrale au niveau de la chaudière ou terminale au niveau des radiateurs, elle est mal comprise, elle est mal utilisée, et ça, je vous l'ai déjà montré. Les pertes de bouclage sont très importantes, on va jusqu'à 50% de perte de l'énergie un peu dans la nature, et globalement, malgré ces différents défauts, les copropriétaires sentent une vraie amélioration du confort thermique, mais on doit aller plus loin et on doit vraiment rendre ces bâtiments compatibles avec les enjeux qu'on a collectivement pour 2050. Si vous souhaitez l'intégralité des analyses et des retours, vous pouvez les retrouver ici sur le site de l'Agence parisienne du climat. Vous avez le rapport complet de l'étude. Le mot de conclusion, c'est sur cette photo pour vous rappeler que le sujet de la copropriété et du bâtiment en général et de la rénovation, c'est l'énergie, c'est le carbone, mais c'est aussi le confort de vie et le confort qu'on a à être dans son logement. Là, vous avez un avant-après de rénovation de copropriété très récente dans le 93 autour de Paris. Pas forcément besoin de la commenter tellement l'image parle d'elle-même. Vous passez d'un bâtiment qui est très dégradé, qui n'a jamais été entretenu, dont la copropriété a des faillites quelque part, dans son organisation et peut-être même dans son financement, mais avec l'aide des entreprises, avec l'aide des agences locales de l'énergie, avec l'aide du syndic, et ben on arrive à réaliser, c'est presque un miracle ou des merveilles, qui font que les habitants sont dans un logement confortable et dans un logement désirable. Et ça, c'est important, c'est très important. Il faut rendre la rénovation énergétique désirable, pas seulement pour des sujets énergétiques. Par rapport à ça, Emmanuel, un mot. Alors, le la vision syndic du de service. Syndic de service qui effectivement, alors qui est plutôt engagé pour essayer de convaincre en assemblée générale les copropriétaires de choisir l'option un peu ambitieuse lors des travaux d'amélioration de la performance énergétique, parce que je suis fermement convaincu que faire un ravalement en 2021, on prend un ticket pour 25 ans à peu près, ancienne génération, en espérant, parfois les copropriétaires se disent ouais, on peut encore passer sans faire l'ITE. Et ben, le problème, c'est que c'est prendre un ticket pour 25 ans, ancienne génération, et se retrouver avec un appartement qui, quand il sera sur le marché de la vente, sera, en plus d'être inconfortable au quotidien, plus difficile à vendre, parce que c'est un peu comme une vieille voiture à l'époque où elle consommait 15 ou 20 litres au 100. De nos jours, pour la revendre, c'est vraiment mission impossible, et ça engage vraiment donc, les 25 années qui viennent. Donc moi, j'essaye de les convaincre là-dessus. Je ne suis pas rancunier avec les pouvoirs publics qui parfois sont assez indélicats avec les syndics, mais qui sont bien contents quand même de les trouver quand il s'agit de pousser à la roue pour essayer de faire réaliser les projets. Donc j'essaye de les vendre du mieux avec conviction. Je ne suis pas du tout étonné que soient retenus les travaux qui donnent les plus grandes primes, parce qu'effectivement, on a vraiment besoin de ça en Assemblée Générale pour essayer d'arracher des votes. Alors en plus avec des majorités qui fluctuent, donc ça dépend un peu de quelle époque on parle, puisqu'il y a eu des allègements de majorité pour voter les travaux, et puis ensuite des retours en arrière, etc. Donc c'est un pas en avant, un pas en arrière. Donc, mais c'est certain qu'on a besoin pour essayer de les convaincre, et quand on voyait une quote-part moyenne à 25 000 €, bon, évidemment que ça ne se vend quand même pas comme des petits pains, et qu'il faut vraiment mobiliser tous les arguments pour essayer de les convaincre. Moi, j'étais très très intéressé par ton intervention, parce que c'est vrai que pourtant j'ai fait premières rénovations énergétiques à Villeurbanne en 2011-2012, avec ITE, VNA et d'autres changements intégraux de toutes les huisseries, que ce soit partie commune, partie privative. C'était le début des travaux d'intérêt collectif. On ne savait d'ailleurs pas très bien comment utiliser la nouvelle disposition. Donc on y allait un peu à la bonne franquette, comme on pensait, en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de contestation. Donc voilà, on avait l'outil, on n'avait pas le mode d'emploi de la loi, donc il fallait essayer de comprendre un petit peu et de se débrouiller avec le matériel. Bon, on l'a fait, et pour autant, c'est vrai que j'avais jamais eu un retour chiffré, sérieux, de calcul de si le compte y était ou pas. Peut-être aussi que j'avais un peu peur de la réponse,
et qu'il me suffisait de ne pas recevoir des cailloux en retournant dans les immeubles après des gros investissements comme ça, en me disant bon bah ça va, si je me fais pas détruire, c'est que ils doivent être finalement pas si mécontents. Mais c'est vrai que j'étais intéressé de voir si le compte y était pas et pourquoi est-ce qu'on pouvait éventuellement espérer encore l'améliorer. Moi, il y a quelques années, j'avais pris l'initiative de demander à mon chauffagiste principal de baisser sans rien dire d'1 degré toutes les températures de consigne en 12, juste pour voir si les gens gueulaient ou pas, et en me disant, bon, à la mise en chauffage, ils vont peut-être pas s'en rendre compte parce qu'ils vont se réhabituer, 1 degré c'est pas grand-chose, etc. Et ben on s'est rendu compte qu'en fait, assez vite, il y a des personnes qui trouvaient qu'ils avaient trop froid, etc. On était allègrement effectivement au-dessus des 19 degrés qui sont réglementaires, je crois, depuis 1974. Donc c'est pas tout à fait hier. Voilà, il faut essayer de faire le bonheur des gens, parfois malgré eux quand ils ne sont pas suffisamment coopératifs. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Voilà, ça a des interactions à la fois sur l'occupation au quotidien et puis sur la valorisation du patrimoine en cas de location, puisqu'on va avoir des interdictions de louer ou d'augmenter les loyers à venir prochainement, et puis aussi sur le prix de vente. Et donc tout ça me semble aller dans un sens nécessaire. Et les syndics sont engagés pour essayer justement de convaincre les foules, même si ce n'est pas toujours évident. Merci à tous. Merci. Merci.